vient de Suisse, c'est l'huile essentielle de chanvre. On met seulement l'huile essentielle de chanvre, ouais, de Suisse. C'est sans THC. Es muss in die Medizin kommen, Hanf. Wir müssen von dieser Natur leben können. Ich nehme keine Medizin. Keine Marihuana. Das brauchte ich vielleicht. We develop techniques to separate the THC crystal from the plant. It was Lebanon and Afghanistan and in the Himalayas, that was really the hash producing countries. Now in Europe there's a lot, and especially in Holland of course, and more recently Switzerland has become a very big substantial country for growing. This is the one for Switzerland. This is the one for Switzerland. I don't know if the Swiss are happy, but in Canada they would like it, and maybe some in Holland. And you can just have your bag and you just shovel it in. C'est le produit bio par excellence. D'après moi, hein, c'est vraiment le produit bio. C'est la seule plante que le paysan peut semer et puis partir en vacances 2 mois, puis venir et puis moissonner. Il n'y a rien à faire. Rien. Quand tu le fais en culture industrielle, tu n'as rien à faire. L'hydroponie est un système qui est très propre, très rapide, très léger, très maniable. Donc le cannabis est en train de se développer dans les villes, les grandes agglomérations. Les gens ont cherché un moyen de pouvoir cultiver leurs plantes. Une des idées principales du cannabis business lorsqu'il a été créé au départ, c'était de dire nous voudrions montrer à la société que tout en fumant du cannabis, nous sommes capables d'être des gens responsables, bien insérés dans la société, créateurs d'emplois, en bonne santé avec des familles qui fonctionnent bien. Believe me or not, you know, this kind of business is now 5 years, but I'm working with this plant more than 30 years. But you're working with the cannabis to smoke, not with No, hemp. not no? only to smoke, because we also make varieties in the sense of seed. We make a variety for industrial hemp, so for fiber hemp. And we had it on the European list of fiber hemp. So it's not only smoking and enjoying it, but also my jacket is hemp. My underwear is hemp. My socks, they are hemp. So, can I use it? Yes. My paper, we produce paper catalogs on hemp paper. You can do it. I'm talking this story now for over 15 years. And in this kind of business, you can see the proof I was right. Oh là là, ça c'est super. On commence à avoir la moisissure. C'est le moment de récolter. Ces jours-ci, on récolte beaucoup. Il fait beau. 1970, pour la première fois de ma vie, avec un copain agriculteur de Saxon, on a 17 ans, on part à Amsterdam. Déjà à l'époque, c'est fou, hein, Amsterdam attirait comme ça. Et là, à la place du Dam, il y avait les hippies en permanence. Et pour la première fois, on a fumé du chanvre. Ah, je m'en rappelle bien parce que les 2 premières fois, aucun effet. On était tellement tendus que tu sens quelque chose, rien. Et la 3e fois, on était détendus, on pensait déjà à autre chose. Et là, on a ressenti les effets du chanvre.
chez Guémou? On a ramené 500 grammes de chanvre qu'on a acheté là-bas par lot de 50 grammes de l'herbe marocaine qu'on ne trouve plus de nos jours sur le marché européen. Il y avait de la thaïlandaise, de l'indienne, il y avait de la jamaïcaine. C'était un cocktail quasiment mondial. Il y avait de l'Amérique centrale aussi, la mexicaine. L'année suivante, donc 71, je choisis des graines de tout ce lot et puis je sème pour la première fois du chanvre. Comme tous les paysans du monde, j'ai fait une sélection naturelle. C'est-à-dire j'ai consommé le meilleur chanvre que j'avais, celui qui me plaisait le mieux. J'ai gardé les graines de ce chanvre-là et je les ai ressemées chaque année. Et à la longue, il y a une sélection naturelle qui a été effectuée par moi et la nature. Cette variété s'est adaptée à notre climat, s'est adaptée complètement. Moi, j'étais le premier agriculteur à recultiver du chanvre en Suisse. C'était en 93. Et puis en 93, on était parti sur la tisane de chanvre, mais on a eu un problème avec un juge, il a détruit la récolte. Nous, on a tout bêtement interprété la loi à notre façon, qui est juste. Hein. Il est interdit de cultiver le chanvre en vue de produire des stupéfiants. Nous, on a cultivé du chanvre en vue de produire autre chose, c'est-à-dire de l'huile alimentaire. Et c'est là que vraiment on était connus dans les médias, c'était le lancement de l'huile de chanvre des Alpes. Le juge avait séquestré les cultures, après il était obligé d'autoriser la moisson. Et c'est en 1995 qu'on a vu en Suisse arriver d'autres agriculteurs qui cultivaient du chanvre. Et tant mieux, il faut que le chanvre soit cultivé partout, dans tous les cantons. Et puis ensuite, il y a eu donc la création de Balchanvre à la fin 1995. On avait cette huile de chanvre des Alpes. On a aussi fait des huiles de massage parce qu'on s'est aperçu que c'est une huile mais très performante dans les cosmétiques. L'année suivante, 1996, on a fait nos premiers essais de distillation de chanvre pour l'obtention d'huile essentielle. Et on s'est aperçu que le chanvre était également une plante riche en huile essentielle, ce qui nous a permis de développer d'autres produits. Et aujourd'hui, au commencement du 3e millénaire, Balchanvre est une société qui travaille à peu près une 60aine d'articles différents, dont la plupart sont faits par nous-mêmes, ou bien dont on fournit les matières premières. Rudolf Steiner, dans les années 1925, dans une conférence aux agriculteurs, il a dit dans des temps futurs, si on donne des protéines animales à manger aux vaches, elles vont fabriquer de l'urase, ça va venir dans le cerveau des vaches et elles vont venir folles. On va se passer de ces protéines animales, j'espère que le cas il va être réglé dans toute l'Europe. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme protéines végétales? Bien sûr, on a les protéines de soja. Mais comme vous le dites, là, il y a le soja transgénique. Le soja, c'est une culture qui demande pas mal d'eau, beaucoup de chaleur et beaucoup de pesticides. En comparaison au soja, le chanvre, il est très très bien placé. Et maintenant, disons, on est devant l'ouverture du marché récréatif. Et ça va changer toute la donne du chanvre suisse. Passe à un marché qui pèse 2 milliards de francs suisses, qui représente 5000 hectares, et que la paysannerie suisse se réjouit de reprendre en main. C'est quoi qui est en train de sécher là? Alors ça c'est le chanvre, ce qui peut beaucoup parler ces jours, c'est le chanvre. Nouvelle culture en Valais. Moi, mon boulot, j'ai un contrat avec la maison Balchanvre, avec Bernard. Moi, je suis payé au mètre pour planter et récolter. Après, c'est plus de mon sort, si tu veux. Donc, moi, mon boulot, c'est de planter et de récolter, c'est tout. Si je travaille ici, sur cette récolte, j'ai jamais eu de mauvais bruit. Jamais personne m'a dit qu'il fallait pas faire. Justement, on m'a dit, fais ça pour te démerder, quoi. J'ai planté 30 000 mètres avec ma femme, en une semaine. Et la récolte se fait, comme j'ai dit l'autre jour, avec des gens de l'ORP, du chômage. J'ai besoin de personnel, ils viennent. Quand j'ai fait mes 150 caisses par jour, ils repartent. C'est ça qui est fantastique. Puis, je perds très peu de frais. Moi, je ne fais pas ça pour la fumotte. Je fais ça pour m'en sortir.
Donc, sur mon contrat, c'est pas fait que ça va marquer pour fumer. Hein. Et qu'est-ce que ça changerait si c'était marqué que c'était pour fumer? Pour moi, rien. On sait qu'il y a le 10% de la population suisse qui fume. Alors, tout le monde est au courant. Hein. Ils ne sont pas obligés de fumer non plus. C'est comme le verre, ils ne sont pas obligés de le boire. Il faut une grande surveillance, hein, surtout la nuit. Avec la police, on a arrêté, moi, 18 personnes, la police autant, mais des personnes qui venaient de l'autre côté de la Suisse. Mais ils savent pourquoi ils venaient ici. C'est encore un peu pour demain, mais plus grand chose. C'est bientôt fini. En tout cas, la qualité, ça va super. Ouais. Puis la quantité aussi, bon. Mais jusqu'à présent, on n'a pas. Ça va le temps, ça a été encore, mais c'est maintenant que l'hiver arrive, alors donc là, il faut finir. Quoi. Avec les ouvriers agricoles, ça se passe comment? Ils font pas une drôle de tête quand ils voient ce qu'il faut moissonner? Non, ça va. Ça. Il y en a des fois qui font des montagnes, mais bon, ça va, ça se passe bien. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils font des montagnes? Ils veulent pas toucher ça, c'est une drogue, parce que quoi? Voilà, des fois, ils croient que c'est la fin du monde, mais après tout, bon, des gens qui connaissent pas tellement, mais ma foi. Le chanvre, c'est un travail comme un autre. C'est payé pareil. Exactement. La journée horaire est payée pareil. Ouais, exactement, c'est un travail agricole, c'est tout. À tout à l'heure. Alors ça, c'est du chanvre industriel, donc semé à 40-50 kg de semences à l'hectare. Et puis le but de l'opération, c'était d'en tirer la graine alimentaire, parce que c'est une variété turque qui donne une graine qui a très très bon goût au niveau de l'huile, de tous les produits qu'on pourrait faire avec la graine. On arrive à la fin octobre, la maturité de la graine, elle n'est pas bonne. Donc c'est une expérience. Alors pour ne pas perdre tout, on va à l'ensileuse à maïs, on va débiter cette récolte de chanvre en petits morceaux et on va distiller industriellement le tout pour en tirer les huiles essentielles. Ce qui est remarquable quand même dans notre expérience ici, c'est, si vous voyez le chanvre qu'il y a derrière moi, il atteint quand même une hauteur de 1,50 m, comme ça environ. Mais à côté de nous, là, on a du maïs. Et ce maïs, il a énormément souffert de l'eau cette année parce qu'il y a eu de la sécheresse ici. On voit que sur le même terrain, quand ça se met à peu près à la même époque, le chanvre se comporte mieux que le maïs, résiste mieux que le maïs à la sécheresse. Là, on apprend différemment de ce que les Français ont fait jusqu'à maintenant ou les Hollandais. Et on essaie de faire des choses différentes. Et puis pour ça, il faut faire des expériences en grand. Si on arrive à les rendre positives puis à régler les problèmes techniques, après, c'est 50-100 hectares qu'on fait. Et puis après, ça vaut la peine d'envoyer les machines. Je me rappelle la première distillation que j'ai faite. Je vais t'expliquer parce qu'elle est historique, c'était en 95. Il y avait des tas de paysans qui me téléphonaient. Puis là, j'en avais plusieurs près d'une distillerie que je ne connaissais pas, que je savais qu'on pouvait extraire des huiles essentielles. Et puis on a voulu essayer, voir une fois s'il y a des huiles essentielles de chanvre, comme il y a des huiles essentielles de thym, de romarin et toutes sortes de plantes. Par distillation des plantes femelles en fleurs, on obtient de l'huile essentielle vraiment de très haute qualité. Les huiles essentielles, c'est la résine. D'ailleurs, on voit les cultivateurs de plantes à huile essentielle, ils parlent de résine, de thym, de romarin, il a plu, il faut attendre que la résine se refasse et tout. C'est ça qui donne les huiles essentielles. C'est les huiles essentielles, la résine. Bien sûr qu'un camion comme ça, je ne peux pas le goûter. Je suis en train d'emménager mon nouveau laboratoire, c'est pour ça que c'est la pagaille. Et puis qu'il y a des flacons partout, des produits partout, parce que je dois continuer à livrer mes clients.
Vu que je suis le seul fabricant, grosso modo, de produits de parfums biologiques, de parfums 100% naturels, de parfums 100% végétaux. Moi, je travaille dans des conditions modestes parce que personne n'a jamais cru que les naturels pourraient reprendre position sur le marché. Et effectivement, je suis un des derniers compositeurs de parfums producteurs, c'est-à-dire que je fabrique les concentrés de parfums pour des clients qui peuvent à ce moment-là bénéficier de mes connaissances et peuvent se fournir en parfums naturels. Et pour d'autres qui sont producteurs, qui font des huiles essentielles biologiques, eh bien à ce moment-là je suis acheteur puisque effectivement je suis intéressé par toutes les essences possibles et inimaginables, y compris les nouvelles essences parce qu'il y a beaucoup d'essences qu'on ne connaît pas. Quand j'ai commencé à 17 ans chez Antoine Chiris, qui était une vieille maison grassoise de produits naturels, il développait le complexe de la synthèse, c'est-à-dire il n'avait que des naturels et il se sentait complètement dépassé. Progressivement, on m'a fait comprendre que j'étais plus du marché et que les naturels, c'était terminé, c'était Jurassic Park, quoi. Les parfums, par exemple, Sativa ou Indica qu'a fait Bernard, est-ce que ce sont des parfums 100% naturels? C'est moi qui les ai faits, ils sont 100% naturels. Par exemple, là, hier, j'ai été chercher chez lui 2 variétés d'huiles essentielles. J'ai choisi parmi ce qu'il m'a proposé, ce qui me convenait le mieux par rapport à mes fabrications, mais je sais que je peux avoir d'autres qualités d'huile essentielle chez lui pour d'autres parfums, etc. C'est un excellent produit à utiliser dans les parfums. Il est extrêmement puissant, très rentable, très efficace. C'est quelque chose de très intéressant pour un parfumeur, ce genre de matière première. Surtout qu'il y a des variantes, parce qu'il y a des huiles essentielles de chanvre qui sont plus dans des notes estragon, d'autres qui seront plus dans des notes basilic, d'autres qui seront dans des notes boisées, d'autres qui seront dans des notes fruitées, d'autres qui... Il y a une variété invraisemblable selon les variétés de plantes. S'appuyer sur des produits traditionnels et naturels qui ont fait leurs preuves pendant 2-3 000 ans, moi je trouve ça assez sage. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont droit à avoir des produits naturels. On ne peut pas éliminer ces produits du marché, comme ça s'est fait ces dernières années. Ah ben on va aller dans la cité de Saillon, un village médiéval. Les cultifs du chanvre au pied du château, en bordure de la vigne. Ben, on va aller voir cette parcelle. Une parcelle à huile essentielle. Et t'en as beaucoup des surfaces comme ça? Une vingtaine d'hectares. Oui, mais il y a aussi du chanvre industriel. Une bonne moitié, c'est du chanvre industriel avec des grosses parcelles. Minimum 1 hectare, 2 hectares. Parce que ça, c'est mécanisable. La récolte est mécanisée. Mais la petite parcelle qu'on va voir, ça, c'est plutôt du chanvre artisanal, récolté à la main. C'est toute la différence. La vigne à fariner, c'est quand même extraordinaire. C'est là qu'on a lancé le chanvin. Il y avait TF1, il y avait 15 journalistes. Pour lancer un produit à base de chanvre, un intérêt médiatique comme ça, c'est incroyable. C'est parce qu'il y avait comme un mythe, un tabou, quoi. Oser marier le chanvre au vin, à l'alcool. Mon Dieu, mon Dieu. Et pourtant, le vigneron qui a fait ça avec nous, il est bien content. Avant, il avait de la mévente, il avait des stocks de vin à plus en finir. Et maintenant, depuis qu'il fait du vin au chanvre, ça roule normalement. Ça, c'est des variétés tardives. Sans sémilia, c'est-à-dire sans graines. Elles sont bourrées de résine, quoi. Très parfumées. On en mangerait. Et les premières gelées, là, stimulent encore au niveau de la fabrication de résine. Ça a déjà gelé? Oui, il y a déjà eu 4-5 gelées, des petites gelées. Mais ça supporte toutes sortes de gelées. Je veux dire, à partir de -8, il y a les grandes feuilles qui gèlent, mais les fleurs, elles résistent. Ouais. Enfin, il faut quand même récolter quand c'est mûr.
Comme en ce moment, on a une crise vitivinicole. Trop de baisse mes ventes, baisse des prix, baisse les producteurs qui pleurent et tout. Il y a des faillites, il y a des drames. C'est le moment de remplacer une partie du vignoble par du chanvre à but médical et récréatif. Chez nous, dans les Tessins, il y a quelque chose qu'on vend 4, 25 magasins. Dans la Suisse entière, on a 250 magasins plus ou moins qui sont consacrés seulement aux chanvres et aux produits qui sont dérivés du chanvre. Et sur ces 250 magasins, combien vendent du chanvre en fleurs? Mais presque tout, c'est une des possibles utilisations de la fleur. Ils ont des odeurs très très typiques, très très aromatiques. Pour le moment, c'est pas légal de fumer la consommation, c'est pas légal, il y a des amendes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici qui demandent des sachets pour fumer. Officiellement, il n'y en a pas, on ne peut pas vendre quelque chose à fumer et on ne sait pas si, on ne va pas dire si c'est bon à fumer, mais seulement les odeurs. On va juger les fleurs pour les odeurs, pour la grandeur et pas pour la possibilité à les fumer ou pas. On ne veut pas un cercle en Suisse. C'est pas ça la solution pour nous. Ce qu'on veut, c'est la permission aussi de la vente de produits récréationnels avec un contrôle de l'État sur le produit final. Parce qu'on croit aussi qu'il y a la possibilité de vendre du chanvre ou des chiches dans un moyen légal et commercial. Il faut tout à fait alors aussi un contrôle de la qualité. C'est la feuille de chanvre ou bien la feuille de cannabis, on peut l'appeler comme on veut. Moi, personnellement, j'ai pas encore compris la différence entre le cannabis et le chanvre. D'après moi, le cannabis c'est le nom latin et puis le chanvre c'est le nom français. Bah là, la différence on la voit. Non, la différence on la voit pas parce que ces habits qui sont là, ils sont faits de chanvre ou bien ils sont faits de cannabis, on peut l'appeler comme on veut. C'est tout simplement une autre application de la même plante. Je dirais que la majorité de notre clientèle vient acheter ces produits-là, pas rien que parce qu'ils sont de chanvre et puis qu'il y a la feuille de chanvre dessus, mais parce qu'ils sont biologiques, parce qu'il y a un développement écologique là derrière ces produits et puis qu'on veut soutenir avec ça. Pour un magasin du chanvre, pour moi, logiquement, tous les produits qui ont à faire avec du chanvre en font partie, les papiers à rouler et tout ce qui a à faire autour du chanvre récréatif ou bien du cannabis récréatif en font partie. T'en as des sachets de senteur là? Le modèle des sachets qu'on a pour le moment, c'est ça. On a plusieurs sortes. Une, ceux-là, Malicer Queen, qui est bien rempli avec des petites fleurs. C'est un produit avec l'avenir et on essaye aussi de monter un magasin et puis une chaîne de distribution qui a un avenir. On va vous prendre un paquet à 100 grammes et un paquet à 50 grammes. C'est 180, s'il te plaît. 180. Voilà. Merci bien. Quand vous venez le septembre-octobre, vous vous garez par là, ils mettent un parking spécial pour que les gens ils traversent le champ en montant comme ça. Il y a un passage exprès, et vous traversez le champ et vous voyez les plantes à vue d'œil pour éviter de les toucher parce que c'est quand même surveillé. Il y a les chiens et tout. Vous pouvez acheter les pieds arrachés tout en les choisissant. Et après, tout en haut, il y a des tables qui sont disposées, il y a
des sécateurs à disposition pour couper toutes les feuilles en trop, tout, et préparer vos pieds prêts à mettre à sécher, quoi. C'est encore moins cher que quand c'est conditionné. Parce que vous, c'est vous qui gérez après le séchage, comment vous allez l'utiliser, tout ça, quoi. C'est aussi intéressant, quoi. Ça, c'est la plante végétative pour la croissance et en fait la génétique. C'est les plantes mères qui vont être élevées maintenant pour refaire des boutures pour l'avant. Ça n'a rien à voir avec production de l'herbe. Moi, mon but, en fait, c'est aussi pour ça que je n'ai jamais vendu de l'herbe ou des sachets odorants. Moi, mon but, c'est de garder une génétique, d'améliorer la génétique. Et pour moi, il y a beaucoup plus de valeur là-dedans que dans la vente de l'herbe. C'est comme j'ai dit, il y en a qui le font pour se faire de l'argent, il y a des autres qui ont un autre but, qui est par exemple de refaire des plantes qui sont génétiquement fortes pour être cultivées à l'extérieur comme à l'intérieur. Pour la médecine, qui peut être une idée très intéressante, où il y aura quelque chose à faire. Et il y a aussi de plus en plus des médecins, des homéopathes, des gens qui font des demandes pour pouvoir acheter et traiter des patients. Le magasin n'a rien à voir avec ce que je fais dans mes salles de recherche. C'est bien séparé l'un de l'autre. Ça ici, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut venir voir. Par contre, le reste, non. Adrien, ça c'est 6 Masterclass, parce que c'est ça va indiquer. Ah non, je l'ai inversé, c'est pas Ok, fait. t'as inversé, Ouais, hein? Ouais. j'ai inversé. C'est dans ce qu'elle a dit. Tu vas acheter ta consommation personnelle toutes les semaines, ou tu as un petit système qui tourne à la maison, le calcul est vite fait. C'est une histoire d'une lampe, soit de la terre ou un peu de matos, 500-600 francs, il a tout, tu vois. Aujourd'hui, ils sont tellement occupés avec ce qui s'est passé avec le chanvre agricole, sur les champs ou comme ça. Ça a tellement éclaté qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose si maintenant la police débarque chez un qui a une lampe et quelques plantes dessous. Le cannabis n'est pas légal en Suisse et sur le principe et en principe, sa consommation et sa vente au su et au vu de chacun est réprimée. Cette répression a eu tendance à s'accélérer d'une manière qui est en complète contradiction avec la discussion politique que nous connaissons en vue de sa dépénalisation. Mais concrètement, j'attends quelqu'un qui, chez nous, a du chanvre sur sa terrasse ou sur son balcon et qui en fume chez lui, n'aura jamais le moindre ennui. Dans le projet qu'il présente au Parlement, le gouvernement a choisi la version la plus modérée des possibilités de libéralisation qu'il existait, en se contentant de proposer la dépénalisation de la consommation individuelle de ce type de produit, la question restant ouverte de savoir si cette dépénalisation s'appliquera à toute personne ou simplement aux personnes majeures, et de dépénaliser aussi la vente de ce type de produit pour des petites quantités. Il y avait d'autres versions et d'autres variantes qui sont proposées, qui allaient évidemment plus loin, mais dans cette mesure-là, ça resterait apparemment compatible avec les engagements internationaux de la Suisse, de même que d'ailleurs la Hollande n'a pas connu une rupture de ses relations diplomatiques avec les autres pays parce qu'elle pratiquait de la sorte. Le projet n'est pas clair. La culture, aux fins d'en vendre, en principe, resterait illégale. Mais la culture pour soi-même, ou enfin, là, il y a un flou dans le projet. Tout ça pour dire qu'on n'aura pas, même si ce projet passe, on n'aura pas totalement mis fin à l'hypocrisie. On aura mis fin à une partie de l'hypocrisie. J'ai écrit au commandant de la police cantonale, Geiger, pour lui dire qu'avec ma société Valchamp, que j'avais l'intention de mettre en vente des coussins thérapeutiques. Lui, il a donné copie à la police des stupéfiants. J'ai eu la visite dans ma ferme de 2 inspecteurs des stupéfiants qui sont venus me dire, pour nous, il n'y a pas de problème si tu vends au magasin du chanvre en dehors du Valais, mais il ne faut pas vendre en Valais. Et moi, c'est quand même sur cette base que j'ai vendu les coussins.
Et ces gens, ils m'ont trahi. Ils m'ont mis sous écoute téléphonique. Ils ont attendu qu'on vende pour 100 000 francs de coussins pour faire le ménage, pour nous tomber dessus, pour nous piquer tous nos stocks de chanvre. On dit que c'est une mascarade pour vendre des stupéfiants, quoi. Que toute l'histoire des coussins, c'est une mascarade pour vendre des stupéfiants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce procès à Martigny? C'est que mes 3 collègues ont été acquittés. Et moi seul, j'ai reçu 16 mois ferme. Je ferai partie du dernier lot des condamnés suisses du champ, afin d'être emprisonné pour une plainte qui n'a jamais tué personne, qui est moins toxique que l'alcool et le tabac, à un moment où on change la loi, quoi. À un moment où tout le monde est d'accord là-dessus, quoi. Je pense qu'il faut être conséquent. Je pense qu'ils doivent réglementer le commerce et la culture. Il faut appeler un chat un chat. Autrement, on dit, ouais, vous avez le droit de fumer des joints, mais alors vous allez acheter au marché noir, à la mafia, et vous continuez de payer des prix de fou pour de la merde. Et puis il y a une espèce de peur de la Suisse d'être mal vue. Et le discours lancinant tant du procureur général de Genève que du nouveau chef de la police, c'est de dire que si on ne peut pas dépénaliser à Genève, parce que la ville avait voté qu'elle souhaitait des coffee shops. Bon. Eh bien, c'est pas possible, car, disait Bertossa avec humour, nous sommes en France, nous sommes plus en France qu'en Suisse. Je pense pas que M. Bertossa regrette le temps de l'occupation napoléonienne de Genève. Mais quand il dit nous sommes plus en France qu'en Suisse, alors il oublie que depuis 30 ans, la France nous a livré, à travers ses frontières très perméables, environ 150 tonnes de hashish pour la seule consommation genevoise. Genève ne sera jamais l'Amsterdam de la France. Pour l'instant, c'est à travers la France que le hashish marocain, d'ailleurs de très mauvaise qualité, parvient. Puis enfin, il y a aussi la Jet Society qui fume, donc il n'y aura pas que les traînelattes et les survivants hippies à longs cheveux qui viendront fumer depuis la France jusqu'ici. Il y aura aussi des gens très bien, très chics et tout ça. Ils iront fumer leurs pétards à Zermatt, en admirant le Cervin. Ça sera très bien pour le tourisme suisse, absolument. Au début, c'était une sorte. Elle s'est développée comment? Pour les différents terrains, les différents climats, les différents gens qui l'ont plantée, les différents usages qu'elle avait. Mais la plante, c'était une. Ça, c'est le champ des choses nouvelles, de mes expérimentations que je fais moi-même, que je suis sûr qu'ils sont bonnes. Là, on a aussi Guatemala, on a Sumatra, on a Maui, on a tous les coins du monde pour voir exactement ce que s'adapte et ce que ne s'adapte pas. Une plante qui s'adapte n'a pas de maladie. On peut la cultiver biologiquement. C'est quoi le THC? Le THC, c'est la défense de la plante. Il se trouve dans la résine de la plante. Elle est la défense naturelle de la plante. Enlever en plante sa résine ou sa puissance, c'est comme lui donner les maladies qu'il y a autour. Notre législation interdit l'usage comme drogue. Le reste est absolument libre. Le problème, c'est de démontrer aux organes de police que tu ne fais pas de drogue. Surtout si tu travailles en médecine, ça devient très, très difficile à montrer que tu ne fais pas. Alors on doit avoir des contrats. Il y a aussi un droit de se curer soi-même, de se soigner soi-même en Suisse. Ça veut dire qu'une personne qui est malade a le droit, par exemple, de choisir de se soigner en cannabis. Et si quelqu'un fait une recherche médicinale, il doit prendre des précautions, qu'il n'arrive pas au petit gamin. Voilà. C'est ça qu'on doit faire attention parce que c'est une drogue psychotrope. Et c'est très dangereux pour les jeunes, très dangereux. C'est dangereux pour leur façon de penser. C'est psychotrope. C'est pas qu'il les donne des maladies ou des choses comme l'héroïne, la cocaïne, ces choses-là. Mais c'est psychotrope. Je suis heureux d'être suisse et d'avoir eu un législateur qui a compris ça. Qui a compris qu'on ne peut pas interdire une plante. Une plante, on arrête une plante, on la met en prison, une plante. Comme faire une plante? Si c'est vrai que Dieu existe, il a tout créé, il a créé aussi ça. Et alors, comme tu peux l'interdire, tu peux en abuser. Alors c'est toi, people, qui abuse. C'est pas la plante qui a un défaut.
Alors on doit t'interdire de n'abuser, mais on ne peut pas interdire la plante. Et ça, c'est la législation suisse, très dure à comprendre pour les Suisses même. Pour moi, c'est une première, dans le sens que les médecins commencent à prescrire du chanvre à leurs patients en Suisse. Et puis maintenant, on a une commande de hashish pour un patient neuchâtelois. Il faut partir d'une matière première saine et bien sèche, c'est déjà ça qui est le plus important. Et puis il faut extraire la première résine qui tombe des poils glanduleux. C'est les poils glanduleux tels qu'en parle joliment la loi suisse d'ailleurs. C'est ça qui est interdit dans la loi de fumer, à but récréatif. Et c'est en faisant tourner la machine, les boules qui sont sur ces poils glanduleux vont tomber, vont traverser le filet en premier. Et à mon avis, c'est ça qui va donner la meilleure qualité pour le patient. C'est une espèce de machine à laver, ça ressemble. C'est vrai qu'il y a le mouvement rotatif. C'est un extracteur de pollen. En fait, on peut extraire du pollen de différentes plantes, de différentes fleurs. Il suffit de changer la dimension du tamis. Et là, il est équipé pour l'extraction du pollen de chanvre. La résine va se détacher quelque peu des fleurs et traverser le filet donc, qui constitue la machine. Ensuite, cette résine va s'accumuler au fond et on va, après l'opération, après quelques minutes, on va récupérer cette résine. On va la presser pour que ça prenne une forme dure, facile à transporter et à expédier à notre cher malade. Cette machine, elle est adaptée à un petit besoin. Et puis pour le moment, on n'avait aucun besoin. Alors on vient de se procurer cette machine pour honorer cette première commande de hashish médical. C'est clair que le jour où on passe au hashish récréatif, c'est le même procédé, c'est le même produit. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Et là, je pense que les quantités, mais c'est comme le hashish médical, les quantités peuvent devenir très importantes pour un pays comme le nôtre. Vous êtes ici à Montana-Cran, c'est un endroit qui est certainement connu par les sportifs. On est à 1500 mètres d'altitude et au fil des années, la moitié de la clinique est devenue une clinique de réadaptation neurologique qui traite environ 400 patients qui souffrent de sclérose en plaques. J'ai eu, il y a, je sais pas, 5-6 ans, un de mes malades qui m'a dit « Écoutez, vos différents médicaments que vous avez, ça ne m'aide pas beaucoup, mais par contre, quand je fume un joint, je me sens plus libéré, j'ai moins de spasmes, moins de douleur. » Puis je dois dire, avec mon chef de clinique, on était un peu mécréants et puis on lui a donné l'opportunité de fumer tranquillement son joint et on l'a examiné avant et après. Et depuis lors, ça m'a assez impressionné, ce changement de tonus musculaire chez ce jeune patient. On a mis sur pied un protocole de recherche qui a été admis par la commission d'éthique, c'est important, et qui est sponsorisé par l'Office fédéral de la santé publique à Berne. Et maintenant, on n'est pas tout à fait à la fin, mais on est certainement dans le dernier quart de cette étude qui comprend une 50aine de malades. On n'utilise pas du marinol, qui est une substance synthétique, mais il s'agit bien d'un extrait de la plante. Ça veut dire qu'on a les composantes qu'on aurait aussi si on fumait un joint ou si on se fait une tisane de cannabis. Dans un interview, on m'a dit « Mais Dr Vanet, vous droguez vos patients ». Et je pense que ce n'est pas ça. Les gens ne veulent pas être high. Ce qu'ils recherchent, c'est passer une bonne nuit sans spasme. Je pense que ce n'est pas le médicament miracle, on ne va pas pouvoir le mettre à toutes les sauces, ça ne va pas guérir la sclérose en plaques malheureusement, mais c'est un apport supplémentaire dans le traitement des symptômes. Et je crois que ça vaut la peine de faire une étude scientifique. Bien marre des médicaments que je prends chaque jour, si ce sont des vitamines ou des autres médications que vous prenez peut-être aussi, pas seulement pour la sclérose en plaques, parce qu'on vieillit quand même, il faut avoir des autres petits produits à gauche et à droite. Et finalement, chaque matin, quand je prends 10 à 12 comprimés, je me pose vraiment quelquefois la question, qu'est-ce qu'il fait ici? Et puis les injections chaque jour et tout ça. C'est pour ça qu'on commence quand même à se poser les questions.
Est-ce qu'il y a au moins des médicaments là? Bien sûr. C'est parfait. Alors, au fond, maintenant, je pense qu'elle vient justement apporter les mêmes médicaments. Exactement. Merci. Monsieur, je suis là tous les jours. Je passe tous les jours voir les gens qui font partie de l'étude pour voir comment est-ce qu'ils supportent leur dose et puis adapter les traitements. Donc, c'est eux qui vont me dire s'ils l'ont supporté ou pas. Et moi, je vais indiquer ça à la pharmacienne qui va donner la dose, diminuer, l'adapter en fonction de ce que les gens ressentent. Alors, elle est aussi aveugle, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle va seulement dire à la pharmacie la personne a supporté ou pas supporté, mais eux, ils savent si c'est du placebo ou pas du placebo et ils adaptent la dose pour de la journée prochaine par rapport aux indications qui ont été données. Enfin, il faudra voir les données à la fin, mais en tout cas, concrètement, là, dans le quotidien, les gens sont plutôt contents de l'effet du THC. Ils disent qu'ils ont moins de spasmes, qu'ils dorment mieux, qu'ils sont bien. Je conduis des voitures, je fais tout, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas du tout problème de vertige, nausée, n'importe où. Moi pas. Peut-être les autres, mais le docteur Branet peut certainement mieux dire ça sur les autres patients. Moi, personnellement, j'ai rien. Nous, on doit observer pour voir à quelle dose il y a ces phénomènes psychoactifs, justement, des hallucinations ou des états d'angoisse. Et c'est clair que le protocole est fait de telle sorte qu'on monte successivement les doses pour justement trouver la dose qui réduira les spasmes, d'une part, sans être nécessairement trop psychoactive ou psychoactive d'une façon gênante. Comme je viens comprendre, c'est sur une base toute naturelle. Alors, je donne aussi encore une sécurité additionnelle, quand on dit que c'est naturel, et bien, ça nous aide quand même à mieux dormir, certainement la nuit. Pour la nuit, c'est composé, je pense, aussi pour réveiller plus relax, parce que le matin, c'est quelquefois, ou la plupart des fois, c'est très difficile. Et puis, les alternatives pour ce médicament sont des médications très fortes avec des effets secondaires quand même assez prominents, j'ose dire, importants. Alors, c'est pour ça que j'ai jamais touché les autres médications contre les tremblements, contre les spasmes ou les crampes, parce que les effets secondaires étaient vraiment très, très, très forts, trop forts pour moi. Alors j'ai laissé ça. Maintenant, avec ça, j'ai pas du tout des effets secondaires. Et j'espère que ça va m'aider. On verra bien. Bonjour Laetitia. Oui. Et je viens pour mon ordonnance. Oui. Tu l'as avec toi? Oui, je l'ai avec moi. Tiens. Ça même. Je vais aller te chercher ça. D'accord, merci. J'ai appris en 87 que je suis séropositive. À un moment donné, où je prenais beaucoup de médicaments, j'avais pas mal maigri. J'ai découvert les chambres. Ça m'a étonnée au début parce que j'ai fumé un joint et ça me donnait faim. Petit à petit, j'ai commencé à fumer plus régulièrement et au bout d'une année, j'avais déjà récupéré 8 kilos. Et en plus, je me suis rendu compte que j'arrivais à mieux dormir, que j'étais beaucoup moins stressée et que ça améliorait ma qualité de vie. Alors, je vais te faire le bon de livraison. Je t'envoie la facture. Oui, d'accord. Au début, je devais acheter dans la rue. Ça coûtait extrêmement cher. Que c'était vraiment, il fallait les contrôler, l'employé quand c'était nécessaire. Et à un moment, j'ai rencontré Bernard, il y a Balcham qui s'est ouvert. Et j'ai demandé si c'était possible d'acheter régulièrement. Et il m'a répondu que ce n'était pas possible sans une ordonnance médicale. Je me suis dit, bon, je vais essayer. J'étais chez mon médecin. Je lui ai demandé si c'était possible, si ça existait, comment ça se passait. Il m'a dit que oui, qu'il n'y avait aucun problème, mais il m'a fait une ordonnance. Ici, j'ai l'avantage d'avoir toujours les mêmes produits, toujours la même qualité, et ça me permet justement de les régler, les gérer comme un médicament. Merci. Alors, on se voit le mois prochain. D'accord. Salut. Là, vous avez vu, j'ai pris un grand sachet, mais en arrivant à la maison, je vais préparer les sachets pour la semaine, tant par jour, et je maintiens à ça. Actuellement, j'ai 640 CD4, ça veut dire que j'ai presque un système immunitaire normal. Ma virémie, elle est indétectable. C'est-à-dire que je suis en bonne santé, on pourrait dire.
Et je pense sincèrement que je le dois beaucoup à ce que je filme, parce que déjà ça me met de bonne humeur. Même s'ils disent que c'est un des effets secondaires, l'effet d'être de bonne humeur, ça fait prendre les choses plus à la légère. C'est lourd savoir qu'on a une maladie mortelle, qu'on va mourir, qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir pas faire. Alors, quelque chose qui met un petit peu de bonne humeur, ça aide beaucoup à vivre. Finalement, le débat sur le cannabis, c'est un débat sur la tolérance et sur la communication d'informations que certains peuvent avoir alors que d'autres peuvent être manipulés par de la propagande ou des influences ou je ne sais pas quoi. Et je crois que c'est là-dessus que se déroule essentiellement ce débat concernant le cannabis. Et puis là, je peux dire qu'en tout cas, il me paraît que majoritairement en Suisse, la population accepte ce débat, même si elle est partagée. Je pense, si je devais faire un pronostic, s'il devait y avoir un référendum sur la légalisation ou la dépénalisation plutôt de la consommation de cannabis, mon pronostic serait qu'une majorité de l'ordre de 55% de la population y serait favorable dans toute la Suisse, avec des différences évidemment entre les partis francophones et les partis alémaniques. Finalement, on a dédiabolisé l'image du cannabis. D'ailleurs, au début, les journaux faisaient souvent les titres, les deux H, hashish, héroïne, les deux H. Alors on a cherché un autre terme avec le shit. Alors on a trouvé cannabis qui était joli, qui était vert, qui faisait écolo et qui en même temps englobait marijuana et hashish. Et déjà, sémantiquement, ça a cassé un peu le discours de ce terrible hashish à connotation arabe qu'on a collé à l'héroïne. Puis par la suite, le mot qui s'impose maintenant, c'est chanvre, qui est encore plus innocent, puisqu'il comporte la ficelle et tous les innombrables usages du chanvre. Les Occidentaux n'auraient jamais conquis le monde, pour le malheur de celui-ci, s'ils n'avaient pas eu le chanvre pour les voiles et les cordages. Moi, je ne serais pas dans cette lutte, mais c'est jamais qu'une de mes passions, je fais autre chose. Si je n'étais pas fasciné par l'extrême bêtise de cette prohibition, par ses effets pervers, par les possibilités économiques que l'on perd pour notre paysannerie. On ne peut pas continuer encore. Ça a 40 ans de répression comme on vient de vivre. C'est quelques décennies de répression, c'est pas possible. Ça coûte trop cher, la mafia rigole, non, il faut arrêter. Quand on a des problèmes avec les autorités, il faut toujours poser la question, qui c'est qui a tort? C'est pas forcément celui qui a des problèmes avec les autorités qui a tort. Au-delà des lois, il y a une question de conscience, quoi. Et ça, c'est un problème humain, quoi. Chacun, son âme et conscience, il ne doit pas avoir peur de transgresser une loi si cette loi, elle est devenue désuète, inutile et stupide. Il y a encore quelques réticences, c'est normal de la part de la population. Rendez-vous compte, ça fait 30 ans qu'on diabolise ce chant, qu'on dit que ce chant, c'est comme l'héroïne, et puis les gens, ils ont commencé à comprendre qu'est-ce que c'était l'héroïne. Ils ont vu les morts, les overdoses et tout. Alors, moi, je comprends les gens. Mais il faut discuter avec. J'ai jamais vu tellement de gens qui sont a priori complètement opposés au chanvre du moment qu'on parle avec, qu'on cause, qu'on a un dialogue, qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec la plante, puis quels sont vraiment les dangers de la plante. Mais je connais personne qui est contre la plante. Enfin, ça existe peut-être. D'après l'Office fédéral de la santé publique, on a 600 000 helvètes à en consommer, plus ou moins régulièrement, et ça représente des milliers d'hectares qui sont cultivés à l'étranger. Moi, je ne me bats pas spécialement pour le chanvre récréatif, moi je me bats pour une plante écologique. Et c'est vrai que ce côté récréatif, pour finir, il me motive aussi, parce que c'est vraiment stupide de maintenir une prohibition à ce niveau-là. Mais moi, je me bats pour une plante écologique, il n'y a qu'à voir le parcours de ma vie, ça a toujours été comme ça. J'ai développé l'agriculture biologique, on m'a traité de fou, d'illuminé, on m'en voulait, mais presque violemment, parce que je n'utilisais pas de produits chimiques. Ma ferme, encore à l'heure actuelle, elle n'est pas reliée au réseau électrique. C'était la première ferme en Suisse qui était complètement autonome au niveau énergétique, grâce à l'énergie solaire et éolienne. J'ai dû recourir contre mon gouvernement pour installer une éolienne. Bon, après j'ai eu les excuses et tout ce que tu veux, mais en attendant, j'ai dû le faire. Un autre citoyen, il n'aurait peut-être pas recouru. Et puis bon, maintenant, les énergies douces, c'est une des bases importantes de la politique énergétique suisse, quoi. Alors avec le chanvre, c'est la même chose.
On dérange au début, on dérange, c'est nouveau, ça choque un peu, et puis ça passe. Hein. En attendant, la caravane, elle roule bien, il y a quand quelques chiens qui aboient par-ci par-là, mais il n'y en a plus beaucoup.